Bonsoir tout le monde. Alors, une troisième intervention sur le témoignage, vous vous souvenez sans doute. Ce sont des éléments de réponse pour donner suite à la vidéo du 25 mai 2021 qui s'intitulait Un téléphone à double tranchant, liberté, autonomie versus contrôle, harcèlement. Donc c'est le troisième épisode et je vais le faire, je vais présenter les choses à la bonne franquette, comme Madame Lidoine du dialogue des Carmélites, vous savez, la seconde prieure, qui prétend parler de façon imagée à la bonne franquette. Moi je vais faire pareil. Vous voyez, je suis installé près d'un laurier de Trébizonde. Oui, enfin là, vous voyez. Vous vous souvenez, peut-être ceux qui ont lu mon livre intitulé... intitulé comment déjà? Ah oui, oui, comment? L'inoubliable senteur des groseilliers à fleurs, voilà. Voilà, c'est le même groseillier, je veux dire le même laurier qu'à Montluçon. Bon, allez, trêve de bêtises, je commence. Et je lis la remarque que cette jeune femme a recopiée et qu'elle a commentée. Elle conserve, elle c'est la jeune femme en question, elle conserve malgré l'emprise une part de liberté. Elle manifeste non pas une envie sensuelle, ce n'est pas ça, mais une envie un peu liée au plaisir, mais aussi à la liberté. C'est-à-dire qu'il est possible d'être libre même dans un contexte extrêmement traumatisant, extrêmement surveillé, comme elle le décrit avec son père. Il faut le prendre comme ça. Tu peux faire ce que tu veux, je fais des choses en douce et je conserve ma liberté. Pour elle, ça correspond à une perversion, mais non, c'est une technique de contre-manipulation, une technique de survie, je dirais même. De survie mentale, voire physique. J'ai pensé à l'inceste, quelque chose d'incestuel pour ne pas dire d'incestueux. Voilà, voilà ce qu'elle me répond. C'était une façon de survivre et je ne l'avais pas compris à l'époque. Effectivement, mon père a eu un comportement incestuel avec moi, mais pas incestueux. Si tel est le cas, je ne m'en souviens pas. J'ai demandé à ma mère s'il m'avait touché lorsque j'étais petite. Elle m'a répondu par la négative, mais je ne suis pas en mesure d'accorder un crédit indiscutable à ses propos. Le climat incestuel était cependant bien là. Lorsque j'étais plus jeune, mon père m'a demandé plusieurs fois si je le considérais comme un pédophile. Il larmoyait dans ces cas-là et ajoutait qu'il me demandait cela parce que lorsque j'étais bébé, je le faisais bander. Ce sont ses mots. Puis, bien plus tard, lorsque j'ai rencontré mon compagnon Christophe et qu'il m'a fait crise sur crise, j'ai fini par lui dire que je n'étais pas sa femme et qu'il ne se comportait pas comme un père. Il a ri en disant que ce n'était pas faux. Donc là, vous trouvez une des caractéristiques des parents pervers. Point n'est besoin, je pense, de commenter. Alors ensuite, là je vais vous lire l'intervention que j'avais faite, qu'elle a résumée, cette jeune femme, et sa réponse. Alors voilà mon intervention. Elle adopte un moyen défensif en mentant, mais en faisant ça, elle crée une dissonance cognitive. Ce n'est pas une menteuse, donc le fait de mentir entre en dissonance avec ses conceptions morales. On ne ment pas, donc on ne ment pas, donc si je mens, c'est dissonant. Ce qui peut aboutir à la conclusion, elle peut en arriver, si elle pousse jusqu'au bout, à se dire que finalement, mentir, ce n'est pas si grave que ça. Elle va s'en auto-persuader pour rationaliser une situation qui n'est pas supportable. Voilà la réponse qu'elle nous donne. C'est tout à fait juste. Je mentais en me déculpabilisant. Mentir sur mes actes me semblait moins grave que les conséquences de mes actes. Je ne parle pourtant pas d'actes innommables. Juste le fait, par exemple, d'avoir un petit ami, de communiquer avec des amis. D'ailleurs, pour anecdote, lorsque mes frères et moi étions enfants, mon père, qui était parti toute la semaine, il était commercial, exigeait de ma mère qu'elle lui rapporte tous nos faits et gestes à son retour. Elle avait donc pris l'habitude de lui raconter nos bêtises lorsque nous en faisions. Cela a duré de nombreuses années et c'est pour cela que j'ai commencé à ne plus me confier à ma mère, à ne plus lui raconter mes petites histoires d'adolescente. J'ai aussi commencé à lui mentir pour que ma vie lui paraisse irréprochable et qu'elle rapporte cette version des choses à mon père. Dire la vérité a mené de graves sanctions. Je l'ai compris très jeune et une fois cette notion ancrée en moi, j'ai perduré naturellement dans ce mode de fonctionnement.
C'est pour cela que je dis que mentir était devenu ma seconde nature. Voilà, donc un passage très intéressant, peut-être plus que les autres encore, hein, que vous commenterez sans doute, et qui donneront peut-être lieu à d'autres vidéos d'ailleurs. Hein. Je continue. Alors j'ai fait encore une remarque. Il y a quand même quelque chose qui me paraît curieux dans tout ça, c'est qu'elle est sous emprise, donc elle n'ose pas partir, mais en même temps elle ose quand même mentir. Le mensonge permet de cacher les choses et qu'elle n'émerge pas. Elle peut se maintenir dans la situation, vivre à côté de ses parents, tout en ne courant pas le risque d'être maltraitée pour cela. Cela dit, elle est maltraitée quand même, donc le résultat est le même. Elle risquerait d'être encore plus maltraitée et de donner une excuse à son père et à ses singes volants pour être maltraitée. On peut se dire, qu'est-ce qui est le plus économique? Mentir et aller contre ses convictions ou alors partir? Qu'est-ce qui est le plus lourd à supporter pour une personne sous emprise? Apparemment, il est plus facile de mentir, donc de développer une stratégie. Preuve d'ailleurs qu'elle n'est pas si dominée qu'on voudrait bien le croire, et qu'elle-même le croit, je pense. Voilà sa réponse, à présent. C'est tout à fait exact. Il était plus facile de mentir et de développer cette stratégie. La sanction était retardée lorsque la bêtise était découverte. J'ai fini par ne plus culpabiliser de mentir. C'est devenu un mode de fonctionnement et donc un mode de survie. Je ressens en effet aujourd'hui le fait que je n'avais pas conscience que je n'étais pas si dominé que ça. J'avais peur de mon père, mais je me considérais comme une rebelle, en dehors de ces codes loufoques, même si je les suivais pour donner le change. J'étais une espèce de manipulatrice, finalement. Vous voyez, on a finalement une situation où la conduite d'un manipulateur amène une personne qui en est la victime à développer une stratégie de manipulation, mais là c'est autre chose, c'est une stratégie un peu quand même de survie. Je vais donner encore un exemple et après je vous laisserai dormir, hein, si vous n'êtes pas déjà endormi. Voilà ce que j'avais écrit, ou exprimé plutôt. Hein. Dans le passage où mes frères ont pour consigne d'appeler ma mère tous les soirs. Donc, première hypothèse, soit la mère est une inquiète maladive, soit c'est une mère qui a besoin d'avoir une emprise sur ses enfants. D'après ce que me dit l'héroïne de ce texte, c'est que la mère est conditionnée par le père, mais moi je me demande jusqu'à quel point. C'est vrai qu'on est tellement face à des situations extrêmes qu'on se dit que la mère joue quand même un rôle de dénonciatrice, c'est très malsain. Alors, voilà ce que répond la jeune femme. C'est mon père qui a instauré l'idée de cet appel tous les soirs. À la même heure, ma mère n'est pas une inquiète maladive. L'emprise qu'elle avait sur mes frères et moi était juste une obéissance aux desiderata de mon père. Oui, elle a joué un rôle de dénonciatrice. Oui, elle ne nous a jamais défendus ou protégés de la violence de notre père, mais je suis catégorique aujourd'hui, c'est l'emprise. Le mot est trop faible, met-elle entre parenthèses, hein, et la terreur que mon père véhiculait chez elle, qui l'a bridée jusqu'à l'impensable. Aujourd'hui, lorsque nous discutons de tout cela, la honte et la culpabilité la rongent. Cela l'a menée à une profonde dépression dont elle ne sort pas. Cela empire tous les jours. Alors, je vais donner encore une dernière remarque, et cette fois, vraiment, je vous laisserai, hein, je l'ai déjà promis, mais là, cette fois, ça sera bon, hein, vous inquiétez pas. Alors, voilà ce qu'elle reproduit de mon commentaire. Hein. Le téléphone me sert uniquement pour communiquer avec mes amis, hein, voilà. Alors, voilà ce que je disais, moi. Les autres, ils s'en servent pour communiquer avec leurs clients, avec la mère, voire avec le père, mais apparemment peut-être pas avec les amis, et c'est là que le bas blesse. Et finalement, elle, c'est pour ses amis, c'est pour le petit ami donc elle échappe à l'emprise parentale. Voilà sa réponse. Oui, échapper à l'emprise parentale était une absolue nécessité. Je l'ai fait à ma manière, avec le peu de moyens dont je me sentais armé. Voilà, n'hésitez pas à faire des remarques, ça sera utile à cette personne hein, qui va les lire. Elle veut rester anonyme, mais elle va quand même les lire. Elle ne fera pas de remarques directement après les vôtres, mais elle me les communiquera de toute façon. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, disliker, que dire, à vous abonner bien sûr, hein, et à diffuser les vidéos sur Facebook par exemple, ou sur d'autres médias que vous connaissez, que je ne connais peut-être pas. Bonne soirée et à très bientôt
pour de nouvelles vidéos.